surtout quand on parle pas. Ouais. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Laurent, je suis ravi de te recevoir sur Comptoiria pour ce 75e épisode. Laurent, donc toi, tu es le cofondateur de Colibri, donc une entreprise de l'informatique quantique. Tu as eu d'abord un parcours de chercheur, ensuite tu as travaillé dans les GAFAM et tu as monté Colibri donc en juillet 2019. Tu vas nous en dire un peu plus sur cette entreprise. On est sur Comptoiria. Je suis ravi de pouvoir faire cette incursion sur le quantique, voir aussi un petit peu les ponts, les liens qu'il peut y avoir entre l'intelligence artificielle et le quantique. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Laurent. Merci à toi de m'avoir invité. Euh, alors, Laurent, pour démarrer, déjà, qu'est-ce qui se passe d'après toi dans l'IA générative depuis ChatGPT, soit presque il y a 1 an et demi? Comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu utilises ChatGPT, les différents outils de l'IA générative? Alors, pour moi, c'est une des évolutions de technologie qui illustre bien quand une singularité arrive, comment ça peut être transformatif. Bon, ChatGPT, c'est pas nouveau, hein. Transformer, c'est 2017 avec Google, plus toutes les recherches avant, donc c'est 40 ans de recherche dans l'IA, donc c'est pas nouveau dans la mesure où c'est pas arrivé, c'est pas une génération spontanée. Par contre, il y a une singularité de mise à disposition du hardware, des GPU, il en fallait, de la donnée. Il ne faut pas oublier que un des points essentiels qui nourrit Generative, c'est les données. Sans Wikipédia et autres, et le web, ChatGPT serait un peu muet. Et le troisième aspect, c'est les algorithmes. Il fallait bien avoir des algorithmes puissants pour pouvoir mettre à disposition. Donc, voilà, c'est une technologie qui d'un coup est apparue, mais le fruit de recherche. On pourra faire la comparaison avec le quantique un peu plus tard. Euh, Moi, aujourd'hui, j'utilise pas directement. On est en train de voir comment on peut l'utiliser parce que pour moi, c'est comme la robotique pour l'école bleue. C'est un formidable accélérateur de productivité, GenAI, pour l'école blanc. Tout ce qui s'est passé pour l'école bleue, toute l'automatisation, les robots, l'automatisation, etc. Bah, ça a effectivement impacté l'école bleue. On a besoin de beaucoup moins de personnes pour construire une voiture. Si on regarde ce qu'il y a, il y a 20 ans, construire une voiture, c'était peut-être 10 personnes. Aujourd'hui, ça fait 2, et avec des métiers différents. Bah, dans l'école blanc, là où il fallait trois comptables, bah, il en fera plus qu'un. Alors les ratios exacts, on va voir avec le temps, c'est là. Donc en gros, on est dans une évolution normale de la société où tout le monde est impacté par les technologies et la GenAI vient attacher l'école blanc. Donc il y a des Hmm. mutations technologiques, donc c'est intéressant. Moi, j'estime que toute entreprise à terme devra utiliser cet outil pour être sûr d'augmenter sa productivité, pas juste pour le fun, parce que si les autres entreprises le font, que ce soit des startups ou autres, ben, on va être vite dépassé. Donc c'est un outil, il faut savoir l'utiliser. Très bien. J'aime beaucoup ce que tu dis. On parle en effet souvent d'une révolution cognitive, d'une révolution industrielle cognitive, comme on a eu la machine à vapeur. La révolution industrielle, en fait, avoir ça aujourd'hui pour l'esprit, et donc avec, en effet, c'est tout à fait ce que tu décris, peut-être moins de personnes pour accomplir une même tâche sur un projet tertiaire ou un projet qu'on accomplit avec des compétences mentales, comme l'équivalent d'avoir plus de bras et d'être remplacé par le moteur à explosion, le moteur à vapeur dans la révolution industrielle. Ça, c'est top. Euh, je trouve cette comparaison super intéressante. Cette IA générative, elle est super puissante, on la retrouve un petit peu partout. Euh, Est-ce que, selon toi, ChatGPT passe le test de Turing? C'est compliqué à dire, c'est-à-dire que pour plein d'interactions, on sait pas on a affaire à un non-humain, il faut être clair. Mais parfois, il faut être clair que même quand on a affaire à des humains, on se demande s'ils ont passé le test de Turing. Alors tu couperas au montage, mais non, je veux dire, à un moment, tout dépend de ce qu'on se qualifie d'interaction humaine ou pas humaine. Je veux dire, à un moment, il y a une certaine empathie. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ChatGPT puisse être considéré comme empathique. Pour moi, c'est mon test de Turing, c'est est-ce que l'acteur qui est en face de moi, dont je ne sais pas qui il est empathique ou pas par rapport à ce que je lui demande. Voilà. Hmm. C'est mon seul test à moi, mais c'est très personnel.
Au-delà de ça, quand vous avez affaire à un centre d'appel, qui vous répond pas et qui 20 fois vous répétez la même question, le même dossier, je préfère ChatGPT dans ce cas-là, hein, il sera plus humain pour moi. Mais c'est très personnel, c'est une vue très personnelle. Je pense, moi, que, en fait, pour moi, ChatGPT et consorts vont permettre de se relier encore à nouveau avec l'humain, parce qu'on aura besoin de cette empathie que je ne pense pas, et je peux me tromper, parce que je ne suis pas devin, qu'on n'aura pas avec des intelligences, on va dire, augmentées, comme l'appelle le Julia, de ces Mmh. machines. Oui, oui. Oui, oui, d'accord, très bien. Je vois bien ton test de Turing, Laurent, c'est très intéressant. C'est pas la première fois que je pose la question. Chacun a une interprétation un petit peu différente et c'est normal, mais ça fait toujours réfléchir. J'avais oublié un petit peu la réponse que je voulais te faire, tout à l'heure. C'est en effet, quand tu dis que dans tous les cas, tout le monde devra se servir de l'IA générative, je pense que ça, c'est crucial, c'est très important. C'est comprendre que dans le futur, en gros, de toute façon, on va tous baigner dans l'IA générative et que donc on sera obligé de l'utiliser pour s'adapter au rythme de la société, à ses standards de qualité, de vitesse d'exécution. Ça va être partout autour de nous. Donc ça ne sera pas forcément, en fait, ça sera obligatoire de l'utiliser. Ça sera un petit peu comme une culture ou un niveau zéro de la compétence par lequel on commencera, quoi. Oui, oui, ou pas. Je veux dire, j'espère qu'il y aura encore des fonctions. Peut-être que élever des chèvres dans le Larzac, on n'aura pas besoin de ChatGPT. Et encore, je sais pas. Je veux dire, faut pas que ce soit, faut que ça augmente vraiment la productivité. C'est-à-dire qu'à un moment, la technologie a des limites. Il faut pas qu'on se repose sur la technologie, que sur la technologie pour tout accomplir. Comme je le ramène à un moment, on a besoin de ce contact humain, de cette empathie, pour pouvoir faire des projets, etc. Donc il faut faire la différence. Il y aura toujours des frontières. Mais bon, aujourd'hui, c'est comme un marteau. On va pas reprocher au marteau de se taper sur les doigts. C'est l'utilisation du marteau qui est déficiente, pas le marteau lui-même. Il Mmh. faut se souvenir que ces outils, c'est pas des fins en soi, c'est des outils. Ça reste des outils. Il y a des humains à l'autre bout. Et ça, je pense que ça restera encore le cas très longtemps. L'histoire de la GenAI qui contrôle une autre GenAI, qui contrôle une autre GenAI, et après on est dans iRobot, euh, ou dans Matrix, ou peu importe ce qu'on veut utiliser comme culture. Euh, non, faut raison garder. Je pense qu'il y a des tas de choses qui sont répétitives, qui n'apportent aucune valeur ajoutée et qui peuvent très bien être remplacées. Pour le reste, tout ça, c'est de la spéculation. Et on verra bien. Très bien. Hem, par premier lien avec la physique quantique, moi je fais des formations, toutes les semaines et j'explique un peu, je raconte chaque semaine que, cette révolution de l'IA générative, ChatGPT, GPT-4, Miracle Technologies, ne vient pas de nulle part, qu'on est sur les épaules des géants et je remonte en général, tu vois, à, je crois que c'est 1946, l'invention du transistor. Et je dis à chaque fois, bon, bah voilà, le transistor, comme quoi le transistor, c'est quelque chose de quantique. Ensuite, après, bon, bah, je parle de l'ordinateur personnel, des données qu'on a mises sur Internet grâce à Internet, de la puissance de calcul ensuite des GPU, des transformers. Mais j'en reviens toujours, tu vois, au transistor. Est-ce que d'une certaine manière, cette IA générative, et avec le transistor, ça repose sur la physique quantique? Alors, tout repose fondamentalement sur la première évolution quantique. Ah oui. 1925, Heisenberg, Schrödinger, les concepts de physique, tout le framework de la mécanique quantique. Après, il y a eu un long gap pour que ça mûrisse, etc. Et effectivement, dans les années 60, fin des années 50, début des années 60, toute une série de phénomènes macroscopiques quantiques, c'est-à-dire l'utilisation des électrons, des photons pour les lasers, les électrons pour l'électronique, mais à des échelles macroscopiques. Mais c'est des effets quantiques, mais macroscopiques. On avait des milliards de photons, des milliards de... Et ça, c'était aussi vrai pour les IRM. Ça, c'est la première révolution quantique. Maintenant, on se situe dans la deuxième révolution quantique, qui est en fait l'utilisation individuelle de ces systèmes. Donc, d'aller les manipuler individuellement. Et pourquoi aujourd'hui plutôt qu'il y a 50 ans? C'est qu'il fallait avoir les technologies pour le faire. Et ça, c'est très longs travaux de recherche, dont Serge Haroche a été un des pionniers et autres, hein. Donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais c'est des vagues de maturation de technologie. La première, bah, c'est l'électronique. Sans électronique, on ne pourrait pas faire de physique quantique à façon expérimentale, puisqu'il faut pouvoir contrôler électroniquement les systèmes quantiques. Donc tout se tient.
On ne pouvait pas avoir la deuxième révolution quantique sans la première. Ce qui est logique, mais c'est important de comprendre qu'on était à des effets. Et le monde, fondamentalement, à sa structure primaire, est quantique. Donc, oui, on repose, mais on n'en voit pas les conséquences au niveau à notre échelle. Le monde est quantique, évidemment, et ensuite après, tout ce qui nous entoure, en tout cas au niveau de la, micro-informatique, de l'électronique, tout ça repose sur cette première révolution quantique Oui, dont tu parles, c'est ça? oui, elle est À fondamentale. à une échelle macro, c'est ça que tu as dit, hein? Oui, c'est-à-dire D'accord. qu'on n'utilise pas, je veux dire, quand on regarde un laser, c'est des milliards de photons qu'on met en cohérence, parce qu'on peut le faire, parce qu'on sait maîtriser les phénomènes quantiques qui mettent en cohérence pour avoir un faisceau d'une fréquence bien précise. Et ça, c'est dû à des phénomènes quantiques. Pareil pour les transistors, c'est dû à des phénomènes sous-jacents, d'effets tunnels, etc., qui permettent de maîtriser des milliards d'électrons qui vont passer dans une jonction. Voilà, la supraconduction, c'est pareil, etc. Il y a plein de phénomènes comme ça qui sont liés à l'utilisation du quantique à une échelle macroscopique. Mmh. Alors, pour préparer notre entretien, Laurent, j'ai demandé évidemment à ChatGPT de m'expliquer la physique quantique et l'ordinateur quantique comme si j'avais 10 ans. Très rapidement, donc imagine que tu as une boîte magique remplie de toutes sortes de surprises bizarres et incroyables. La physique quantique, c'est un peu comme cette boîte magique. Elle étudie les choses vraiment petites, comme les particules qui composent dans tout l'univers, comme des bonbons microscopiques. Ces choses microscopiques, appelées particules quantiques, se comportent souvent de manière très bizarre et imprévisible. Elles peuvent être à 2 endroits en même temps et changer de comportement dès que tu les observes. Imagine que tu veux utiliser cette boîte magique pour faire des calculs vraiment, vraiment rapides. C'est là qu'entre en jeu l'ordinateur quantique. Cela permet de faire plein de calculs en même temps. C'est vraiment cool et prometteur pour résoudre des problèmes super complexes et très rapidement. Heu, Laurent, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu peux nous donner un peu ta définition de la physique quantique et de l'ordinateur quantique? C'est là qu'on retrouve ChatGPT et on reconnaît quand c'est ChatGPT, c'est des superlatifs. Je te demande pourquoi il y a des superlatifs. Non, le quantique, c'est un formalisme mathématique simple. Et c'est ce que j'explique quand on explique il y a l'amour quantique, il y a les pierres quantiques, il y a la médecine quantique. Non, le quantique, c'est un formalisme mathématique pour expliquer des phénomènes qu'on a observés, qu'on ne savait pas expliquer. Point. C'est ça. Il y avait le rayonnement du corps chaud, du corps noir, ben, il y avait des sauts, et il a fallu inventer tout le formalisme. Et pour le maîtriser et pour prédire, on a dû faire un formalisme mathématique. Voilà, point, c'est ça, en fait. Et il se trouve que depuis plus de 1925, oui, depuis presque 100 ans, bah, tout ce formalisme mathématique est capable de prévoir tous les phénomènes physiques que l'on observe à l'échelle microscopique. Point. Échelle microscopique, électro, frontaux, peu importe, on en a plein, mais on va pas. Voilà, c'est tout. La physique atomique est complètement prédictible et calculable par le formalisme quantique mathématique. C'est de l'algèbre linéaire. On ne perd pas La physique de l'extrêmement petit. du petit, oui, de l'extrêmement Du petit. microscopique. Voilà, du niveau atomique, on va dire. Donc, c'est ça la physique quantique. Je veux dire, on peut en faire ce qu'on veut, c'est un formalisme mathématique. Donc, dès qu'on sort de ça, c'est des interprétations de pourquoi c'est comme ça. Pourquoi, tant qu'on n'a pas mesuré un système, il peut être dans une position. Alors, ça ne se comporte pas de façon aléatoire du tout, puisqu'on a un formatisme mathématique qui peut prédire la valeur qu'on peut avoir, parce qu'elle est probabiliste. Donc il n'y a pas de phénomène aléatoire derrière. Ce n'est pas une théorie du chaos, bien qu'il y ait une théorie du chaos quantique, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà, il ne faut pas confondre, c'est là où les généralités de type ChatGPT, ça induit en erreur, parce qu'il n'y a pas vraiment d'aléatoire. C'est justement le formalisme mathématique est un des formalismes physiques qui a été le plus vérifié de façon continue. Il y en a peu comme ça. Donc ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, l'ordinateur quantique, c'est de dire l'avantage de l'infiniment petit, c'est que globalement, la façon dont il est modélisé contient énormément d'informations potentiellement. On peut représenter beaucoup plus de choses qu'en classique. En classique, on n'a que deux états, c'est soit 1, soit 0. Mais en quantique, on a une superposition de deux états. Mais ça, mathématiquement, c'est beaucoup plus riche. Et on utilise cette richesse pour représenter beaucoup plus de solutions possibles. Moi, je prends souvent l'illustration du labyrinthe. Un labyrinthe, pour trouver la sortie, en classique, il faut essayer une fois, deux fois, trois fois, parce qu'à chaque fois, on essaye. Plus le labyrinthe est gros, plus ça va prendre du temps. En quantique, c'est une façon très différente de le faire. On construit toutes les solutions possibles de sortie, les bonnes, les mauvaises, toutes. Et comme le système quantique peut contenir toutes ces solutions possibles, on va le faire une fois. Alors, c'est un peu compliqué mathématiquement, mais
Quand on sait faire, on sait le représenter. Et ensuite, on va déterminer quelques opérations pour trouver les solutions les plus probables de bonne route. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a rien de plus, c'est juste un formalisme mathématique qui nous permet de représenter beaucoup plus de solutions possibles. Et en même Mmh. temps, voilà, c'est pas vraiment du parallélisme, c'est plutôt pouvoir envisager toutes les solutions possibles en un seul groupement d'états. Voilà, C'est vrai qu'avec ton exemple du labyrinthe, je pensais intuitivement, instinctivement, tu vois, un petit peu à linéaire versus parallèle, quoi, tu vois? voilà. Mais oui, oui. Parallèle, ça serait avoir plusieurs mêmes labyrinthes et on fait les tests à chaque fois. Non, globalement, quand ça devient exponentiellement compliqué, il faudrait exponentiellement un nombre de mêmes labyrinthes exponentiellement important. Non, Mmh. non, non, là, on dit simplement, bah, potentiellement, moi, je représente toutes les solutions bonnes et mauvaises possibles en une seule fois. Et après, je la cherche, je discrimine celle qui sera bonne avec de l'algorithmique quantique, avec des opérations purement quantiques. Et c'est là Mmh. que tout le formalisme qu'on développe ici à Colibri est important. Donc, on peut juste se dire, parce que c'est pas déterministique le quantique, c'est probabilistique. Donc, on ne peut que chercher un certain nombre de solutions probables. Voilà. Donc, il faut un peu se dire ce que je cherche, c'est la sortie. Bien sûr. Je sais qu'il Heu, est dur. ah oui, tout à fait. Alors, Laurent, maintenant, bah, venons-en un petit peu à Colibri, hein, quand même. Donc, pourquoi le nom Colibri, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que tu peux nous présenter, Colibri et ce que vous faites? Alors, Colibri, le nom, ça vient d'une légende amérindienne citée par Pierre Rabhi, qui est qu'il y a un grand incendie de forêt et il y a un colibri qui va chercher de l'eau à la rivière et goutte après goutte essaye de faire sa part, d'essayer d'éteindre l'incendie. Il y a un gros oiseau dans un arbre qui dit: «Mais petit colibri, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien». Et il répond: «Je fais ma part». Donc, Mmh. à Colibri, notre idée, c'est qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes, mais on fait notre part. Et notre part, justement, c'est de développer les algorithmes. Parce qu'il y a des gens qui font leur part dans développant les machines quantiques. Il faut développer les machines, les ordinateurs quantiques, parce que c'est des concepts nouveaux. Il faut maîtriser les systèmes microscopiques de façon individuelle, c'est très compliqué, des photons, des électrons. Au-dessus de ça, il faut des algorithmes. Parce qu'on ne peut pas utiliser un algorithme classique pour traiter des opérations sur des systèmes quantiques. Donc nous, on fait notre part sur le développement de ces algorithmes pour à la fin résoudre des cas d'usage concrets pour l'utilisateur final. Des cas d'usage en déformation des matériaux, des cas d'usage en simulation de fluides, de dynamique des fluides. Ça, c'est des cas d'usage qui sont nombreux dans l'industrie. Et c'est ça qu'on essaye de résoudre à Colibri avec une équipe de chercheurs. On est 15 aujourd'hui, des docteurs en physique ou mathématiques, puisque je le rappelle, le point clé, c'est qu'on est en train de résoudre des équations mathématiques à longueur de journée. C'est peut-être pas très glamour, ça fait pas forcément rêver par mes chercheurs, mais globalement, c'est ça, hein, je veux dire. Alors, de temps en temps, on a quelques discussions philosophiques sur le pourquoi du comment, mais au final, on est très, très dans les mathématiques tous les jours. Donc, c'est ça notre but. Et on a un autre aspect qui est de développer une plateforme informatique pour rendre ça accessible à l'utilisateur final. Voilà, parce que l'utilisateur final, en gros, il ne se soucie pas que ce soit quantique, classique, etc. Il se soucie de résoudre un problème qui est pour simuler une porte de voiture qui se déforme. Si au lieu de 15 jours, je peux passer juste 2 heures, ça serait bien. Voilà ce qu'on essaye au final de faire. Alors, on pourrait donner des exemples en simulation chimique, en optimisation de portefeuille financier. Il y a plein de cas d'usage comme ça qui peuvent être impactés par le quantique en termes de rapidité de calcul, ou juste faire des calculs qu'on ne saurait même pas faire aujourd'hui. En fait, la modélisation physique chimique, pour la plupart des molécules, on ne sait pas faire vraiment en classique. Mmh. Ah oui, d'accord, génial. Bah, donc déjà, super cool de voir, ce colibri, cette vision d'apporter votre pierre à l'édifice. Mm. Je comprends bien. Donc ça veut dire que, par exemple, des et donc toi, tu dis, hein, vous vous concentrez sur les algorithmes, hein, c'est bien Mm. ça? Mm. Oui. Et ensuite sur une plateforme logicielle, d'accord. Mais donc et par rapport à d'autres startups, dont on parle de temps en temps, des Alice et Bob, des Pascal, des success stories, françaises aussi, hein. Donc vous êtes, complémentaires, en fait, alors? Oui, oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, nous, on ne s'occupe pas de la partie matérielle. On pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel matériel, quelle technologie sous-jacente, parce que certains ont choisi d'utiliser des photons pour simuler l'ordinateur, pour créer l'ordinateur quantique, d'autres ont choisi des électrons, d'autres ont choisi des ions, et je veux dire, on peut continuer comme ça très longtemps, mais on ne sait pas quelle technologie à terme va l'emporter et sous Mmh. quelle temporalité.
IBM, eux, c'est des supraconducteurs, des jonctions superconductrices. Donc voilà, mais on ne sait pas en fait qui va l'emporter. Nous, on se dit, bah, fonctionnons sur tout type de machine, ce qui nous permet de résoudre des problèmes le plus rapidement possible avec l'évolution des machines. Voilà, c'est simple. Nous, Donc on toi, veut. tu es neutre sur la technologie choisie, en fait, d'une certaine manière? OK. Tout à fait. D'accord. Excellent, excellent. Tu nous as cité quelques cas sur la porte de voiture, je vois très bien, la modélisation financière. Tu as parlé un petit peu de chimie, de modélisation. Il y a un cas, tu sais, dont on parle sur de l'intelligence artificielle pré-générative. Souvent, on parle de AlphaFold, de DeepMind, Mhm. donc sur le repliement des protéines. C'est des super exemples, hein, cités Ouais. souvent par Demis Hassabis, Google DeepMind. On aimerait bien avoir sur l'IA, justement, et l'IA générative, de plus en plus d'exemples comme ça, et pas uniquement de productivité. Cet exemple sur le repliement des protéines, ça, par exemple, vos algorithmes, ils peuvent travailler sur ces sujets aussi? Alors, en pratique, oui. Alors, il faut faire la différence entre ce que la GenAI apporte et le quantique peut apporter. La GenAI ne fait que répliquer ce qu'elle connaît déjà. Mmh. C'est très schématique ce que je dis, hein. Donc, elle ne va pas inventer des formules qui n'ont jamais été vues ou qui ne sont pas proches de ce qui a été vu. Le quantique, lui, va modéliser directement le recouvrement de la molécule, potentiellement, et donc éventuellement découvrir des formes qui ne seraient jamais apparues, Mmh. parce que trop éloignées du cas déjà vu. Donc il faut comprendre que la GenAI se base sur des connaissances existantes. Et après, elle va interpréter, elle va faire évoluer, mais elle ne peut que se baser sur ce qui existe. Le quantique, lui, peut arriver en complément en inventant, en potentialisant des formes qu'on n'a même pas envisagées, qui sont très loin de ce qui a déjà été vu, Mmh. en simulant directement la dynamique quantique du système. Donc c'est ça qui est important, c'est là où c'est complémentaire. Les deux sont complémentaires pour ce type de cas d'usage, par exemple. Oui, Alors, d'accord. voilà. Super, Laurent. Maintenant, donc question importante de cet épisode. Selon toi, est-ce que tu as dû y réfléchir un petit peu, qu'est-ce que peut apporter le quantique à l'IA? Alors on parle en permanence, hein, d'un besoin, tu sais, de puissance de calcul pour entraîner les modèles et tout ça. Qu'est-ce que peut apporter le quantique à l'IA? Et est-ce que l'IA générative peut apporter quelque chose de quantique? Alors, il y a plusieurs choses. Oui, la problématique qu'on a, c'est sur la taille des modèles, sur leur coût environnemental, etc. C'est très cher. Potentiellement, l'ordinateur quantique a une promesse de consommer beaucoup moins d'énergie à même durée de calcul. Donc, il y a déjà cette promesse de juste économiser de l'énergie avec le même calcul. Néanmoins, je pense que les modèles de GenAI ont encore beaucoup de progrès à faire et on sont en capacité d'en faire beaucoup. Donc, on va avoir une réduction des modèles avec du classique. Donc, ce côté-là, je ne suis pas sûr que ça soit immédiatement le quantique qui puisse apporter quelque chose à la GenAI. Ça, Mmh. c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est que le quantique fonctionne un peu différemment de l'intelligence artificielle ou du machine learning. C'est par exemple quand vous cherchez une aiguille dans une botte de foin, Ouais. en intelligence artificielle classique, vous devez en fait aller dans toute la botte de foin. Donc si elle est grosse, bah, il faut tout enlever. Et donc le quantique, c'est un peu différent. Le quantique va repérer une anomalie qui va lui dire où est l'aiguille. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire qu'avec très peu de données, Mmh. le quantique peut faire du machine learning en étant extrêmement économe en termes de données, mais dans des rapports impressionnants. Mais ça ne se vaut pas sur tous les cas d'usage. Donc ma réponse sur ce point-là, c'est que le quantique, pour moi, à court, moyen, ou même plus ou moins long terme, ça ne va pas apporter grand-chose à la GenAI. Mmh. Mais dans d'autres fields du machine learning, ça peut effectivement, dans la recherche d'informations, des choses comme ça, pour aller plus vite sur la recherche de petits phénomènes, par exemple dans la cybersécurité. Mmh. La problématique de la cybersécurité, c'est qu'on va chercher des événements très faibles dans une masse colossale. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de risques, de plus en plus de volume de données, et cette masse est de plus en plus grande, et donc c'est de plus en plus compliqué de traiter ça avec des systèmes classiques de machine learning. Par contre, le quantique peut être intéressant là, puisque lui va permettre de directement s'intéresser à l'exception plutôt qu'à la masse. Donc c'est là, alors, il y aura sûrement des recoupements à la GenAI, mais je pense que le quantique là peut apporter quelque chose de pertinent.
Alors, la GenAI peut effectivement apporter beaucoup au quantique. C'est-à-dire, quand on voit, je l'ai déjà dit, la productivité, c'est clé. Mes chercheurs, ils lisent des articles, ils essayent de comprendre comment tel système d'erreur, de mitigation d'erreur peut fonctionner. Mais dans ce cas-là, c'est une masse colossale d'informations. Et je pense que là, la GenAI, dans mon cas précis, Ouais. peut être intéressante et pertinente. Voilà. Donc, Mmh. c'est plus dans ce domaine-là où je vois les choses vraiment être intéressantes. Donc, deux aspects. Voilà. D'accord, très bien Laurent. Donc oui, oui, donc je comprends bien. Donc le quantique qui va pas forcément nous permettre de faire, d'entraîner les modèles en tout cas d'IA dans l'immédiat. De l'autre côté, l'IA qui va aider beaucoup sur la recherche, avec, literature based discovery, comparer des papiers de Ouais. recherche, ça on peut gagner un temps incroyable. Je comprends très bien. Heu, donc écoute, un futur, radieux, tant mieux si on peut gagner des années de progrès comme ça sur le quantique, grâce à l'intelligence artificielle générative. Tu nous as cité l'exemple de la cybersécurité aussi, sur ce peut apporter le quantique. De l'autre côté, on a toujours en tête un petit peu, tu sais, une histoire de, alors je pense que c'est pas le bon mot, je vais dire une bêtise, mais je te tends le bâton, de suprématie quantique, ou tu sais, du quantique qui permet de casser un peu toutes les clés d'encryption, et les mots de passe, tout ça. Donc, à la fois, tu nous en parles pour la cybersécurité, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça sur le quantique qui peut permettre de casser tous les mots de passe? Vous savez, Nicolas, la grosse problématique de la cybersécurité, c'est que si vous mettez votre date de naissance avec le nom de votre chien comme mot de passe, vous êtes de toute façon pas très bien quantique ou pas quantique. C'est-à-dire, le gros problème, c'est le manque de protection actuelle des données, c'est pas leur taux de D'accord. cryptage. Euh, pour certains domaines, oui, je veux dire, vous êtes un gouvernement et vous devez vous assurer que les cryptes de chiffrage que vous utilisez sont les meilleurs. Mais pour le reste de l'humanité, déjà, 80 des données ne sont pas chiffrées dans les serveurs, dans les entreprises. Donc là, bon, on n'a pas besoin du quantique pour faire des problèmes. L'essentiel que vous voyez, c'est l'ingénierie sociale. Donc, je ne veux pas casser une Oui, industrie qui se oui, développe, mais l'ordinateur quantique qui casse tous les codes demain, euh, je pense qu'on est à une échéance lointaine et on aura sécurisé la plupart des clés de chiffrage. Il y a déjà des efforts qui sont en place. On a déjà des clés de chiffrage qui sont post-quantiques. Elles n'ont ouais. rien de quantique, mais elles sont capables de résister. Donc, je pense que le problème, il n'est pas là. Je pense qu'on a toutes les industries ont besoin d'un peu de hype et de sujets phares. C'est Bien comme sûr. les supermarchés avec leur truc en tête de gondole où on voit la petite vidéo pour nettoyer son sol. Voilà, c'est comme ça, on ne refait pas le monde, mais je pense qu'il y a d'autres sujets plus importants en termes de protection de données. Le Évidemment. interviendra un jour, mais les gouvernements s'occupent des données qui sont les plus importantes pour eux. Le reste, il faut juste bien choisir ses mots de passe, savoir, voilà, mais bon, la base. Mmh. Donc, je suis confiant, tu vois, sur le fait que le quantique ne sera pas une menace tout de suite sur les clés de chiffrage. Sur, le mot de passe de ma messagerie Gmail. Voilà, voilà. Heu, Laurent, alors j'ai une question, qui nous qui nous qui nous qui est hyper importante en ce moment, phénomène, Netflix, oblige. Donc on a une série qui vient de sortir, Le problème à 3 corps, tirée de l'œuvre de notre chinois, Liu Jiping. Le problème à 3 corps donc aborde la physique quantique avec le concept de l'intrication quantique, et il l'illustre avec l'utilisation de ce qu'ils appellent les sophons. Les sophons sont des protons manipulés pour fonctionner comme des superordinateurs subatomiques. Ils sont par paire de deux. Et donc, ce qui est passionnant dans cette série, c'est qu'ils permettent une communication instantanée sur de grandes distances, et qui permettent une surveillance et une communication à travers l'espace interstellaire. Donc, ça a fasciné tout le monde, cette notion de sophon dans cette série, réalisé, hein, je crois, par les réalisateurs de Game of Thrones. Donc, ils ont quand même pas pris n'importe qui. C'est un budget extraordinaire. Euh,
Laurent, je suis très content de t'avoir aussi pour que tu nous débunkes un peu tout ça. D'un côté, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir la lumière qui est mise sur le sujet quantique. Après, peut-être pas n'importe comment non plus. Et comment est-ce que tu vois donc la physique quantique dans la série le problème à trois corps? Ah, j'ai pas vu la série. Tout le monde m'en parle, mais j'ai pas vu. Je pense que j'ai un peu une résistance pour la voir, mais je pense que je ne vais pas résister trop longtemps. Non, mais c'est de la littérature, c'est du film, on peut tout inventer, on peut rien inventer. Matrice, hein, est-ce qu'on vit dans une matrice après avoir vu Matrix? Bah, j'en sais rien en fait, hein. Globalement, je vais pas vous dire. Les sauts-fonds, oui, on peut inventer les particules qu'on veut. Après, il faudrait faire des expérimentations pour ça. Ah non, mais et puis faire un ordinateur quantique avec deux protons, j'y crois pas trop parce que déjà vu le nombre qu'il en faut aujourd'hui pour en faire un, ça paraît un peu. Mais non, mais après, non, la partie intéressante, c'est que les gens s'intéressent au sujet. C'est-à-dire que pour nous, c'est toujours bien. Les gens, le mot quantique leur fait moins peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à la série à trois corps, quand on parlait quantique, les gens levaient les yeux au ciel en disant bon, c'est sûrement très intéressant, mais je ne suis pas en capacité de comprendre. Là, les gens vont, même si c'est par un biais qui est très très romancé, bah, vont à peu près avoir l'impression de comprendre. C'est déjà un progrès. Et après, ça permet de rentrer dans des explications. Voilà, c'est déjà ça. Hmm. C'est déjà, est-ce qu'on peut rentrer un moment dans des explications et faire expliquer aux gens, c'est quoi? C'est d'abord un formalisme mathématique. Après, il y a des notions d'interprétation. Pourquoi, effectivement, deux particules qui ont été créées en même temps peuvent rester influencées l'une par l'autre sans aucune communication? Parce que ça a été prouvé, il n'y a pas de communication entre les deux. Ça, c'est fascinant. Après, Hmm. savoir pourquoi c'est comme ça, est-ce que c'est des multivers, est-ce que il y a des univers parallèles, des histoires. C'est comme la série Loki sur Disney+, où il y a les maîtres du temps, puisqu'il y a différentes. C'est comme le paradoxe de Mandela. Si vous regardez un peu le paradoxe de Mandela, c'est ça. Est-ce que quelque part les gens sont pas restés pendant un certain temps dans une réalité et après on rejoint la réalité primaire? Voilà, il y a plein de questions comme ça qui deviennent intéressantes. Et si cette série permet de commencer à s'intéresser à ça de façon ouverte et un peu avec, pour s'enrichir un peu. Voilà, c'est ça que je trouve ça intéressant. Après, la Ouais. série, exactement, je ne l'ai pas vue, donc je ne peux pas la critiquer en tant que telle, mais a priori, elle crée un intérêt qui est intéressant. Oui, un peu paradoxal, ce que je dis. Bah oui, oui, oui. Écoute, bah, c'est quand même toujours bien d'avoir les projecteurs un petit peu braqués, et dans tous les cas, ça éveille les consciences. Le paradoxe de Mandela, en effet, j'en avais entendu parler, donc c'est lorsque de nombreuses personnes ont collectivement un faux souvenir de quelque chose, Bah, on appelle info, ça oui, pour nous, on appelle ça pour eux, c'est l'effet vrai. Mandela. L'effet Mandela. Ouais. Voilà, l'effet Mandela. Mmh. Eux l'ont, je veux dire, le souvenir, il est vrai pour eux. Bien sûr. Il est faux pour nous qui vivons dans cette réalité où Mandela, pour eux, Mandela, ils sont persuadés d'avoir vu des journaux, etc. Donc, Ouais. il faut voir ça aussi. Ils sont vraiment persuadés qu'ils ont vu les journaux, ils ont vu les papiers, etc. Mmh. Ouais, bien sûr. Hem, écoute, c'est top. Tu m'as récemment, c'était marrant, on parlait de ça en préparant, l'entretien, j'ai vu que Mathieu Kassovitz et vous avez rendu visite, pour voir un petit peu Colibri. Il s'intéresse beaucoup à ce sujet alors, tu me disais? Oui, oui, il a un gros intérêt pour la physique quantique. En fait, j'avais vu ça dans un article du Parisien, ma Mmh. lecture matinale, qui Mmh. où il disait si j'étais pas acteur, heu, j'ai eu un Attends petit Laurent. Oui, interruption. oui, tu m'entends? Voilà, je suis de retour. Yes. Oui, je t'entends. Oui. Ouais, je t'entends, oui. Donc, Oui, moi aussi. ce qu'il disait, ce qu'il écrivait, c'est que, s'il était pas acteur, il ferait de la physique quantique pour l'aspect créatif des choses. Voilà, et c'est vrai que c'est très créatif comme domaine. Mmh. D'accord, d'accord. Très intéressant cette question de créativité, créativité sur la recherche scientifique, l'inspiration que tu as, quoi? Bah, oui, c'est la recherche pure et dure aujourd'hui. On est sur des sujets qu'il faut, on est au alors on n'est pas au tout début, ça serait faux de dire ça. Mais, il y a énormément de travaux, il faut avoir de nouvelles idées. On n'est pas dans l'ingénierie. On est Mmh. dans c'est pas répéter un process, c'est créer des process, chercher des algorithmes. Donc c'est vraiment, à la frontière entre, bah, on espère l'ingénierie à terme puisque c'est quand même le but. Donc on est dans un processus de création en fait,
alors scientifique, mais c'est très proche de l'artistique, en fait. Oui, bien sûr. Donc pour toi, c'est une passion en fait et tu t'exprimes par rapport à ça? Ah oui, 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 je suis là où j'ai envie d'être, au moment où je le suis, si je dois résumer les choses. Mmh. Ah ouais, d'accord. OK, super. Hem, Laurent, est-ce que tu as un petit peu, une, une échelle de temps, sur le quantique? Est-ce qu'il y a des grandes avancées, des grandes découvertes, des choses qui seront possibles selon toi d'ici, quelques années, d'ici quelques dizaines d'années? Ouais, je suis assez confiant qu'on va avoir les premiers résultats, on va avoir une maturation d'ici, quelques années. On est dans un futur proche. Ça, c'est important de le dire parce que je pense que les gens ont trop un fantasme. Le quantique, c'est pour dans 10, 15 ans. Oui, et le quantique everywhere pour tout, pour tous, mais vraiment transcendant. Comme je l'ai dit pour la GenAI, c'était vraiment une singularité de trois choses: les data, les machines, le hardware et les algorithmes. Le quantique, c'est pareil. Les data, les algorithmes, les machines et les cas d'usage qui arrivent. Donc c'est ça, c'est pas toutes les technologies, il y a une courbe d'innovation à respecter avec Crossing the Chasm, voilà. Donc rien de surprenant, c'est pas différent du reste. Moi, tu sais, moi j'étais chez Google en 2007 quand on a commencé à vendre Google Apps. Oui. Tout le monde nous rigolait au nez. Tout le monde nous disait faire de la collaboration dans le cloud, personne ne le fera jamais, je veux mon serveur chez moi. 2007. Mmh. Premier client 2008. Et aujourd'hui, si je dis ça, les gens ne me croient pas. Ils disent non, Laurent, on a toujours voulu faire de la collaboration dans le cloud. Non, il y a toujours des échelles. Il faut savoir que les marchés évoluent et il y a des choses qui sont inéluctables. Pareil, quand j'ai commencé un peu la data dans le cloud chez Amazon Web Services en 2011, quand j'allais voir les banques, elles me disaient jamais je mettrai mes data dans le cloud. Jamais. C'était vraiment jamais. C'est-à-dire que là, je pense qu'on a bien évolué sur le sujet. Et avec la GenAI, voilà. Donc, il y a des mouvements, il faut y croire. Faut trouver les premiers clients qui vont vous faire confiance et on est là. Et c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Je veux dire, après, on va dire, c'est encore les Américains qui nous ont dépassés. Oui, bah, si on fait pas le sprint, si on se met pas au démarrage du sprint, même s'il y a tout l'entraînement avant qui est pénible, hein, je sais pas si tu cours, mais moi je cours. Mmh. Bon, la course en elle-même, mais le plus désagréable, c'est quand même toute la préparation de la course. Si on la fait pas, on va souffrir. Donc, moi, C'est je dis sûr. qu'on prépare la course et comme ça, on fera un marathon tranquillement. Ça me parle bien, ça me parle bien, Laurent. OK, ben, super nouvelle, très intéressant de voir ça, que ça peut arriver, que c'est pas forcément si lointain. Heu, Tu parles et on parle de la 5e révolution industrielle. Oui. Est-ce que je peux te demander, de me donner un peu plus de détails sur, ce que ça veut dire 5e révolution industrielle? Alors, aujourd'hui, le quantique, pour moi, je le vois comme une technologie de fondation. Donc, le commun des mortels ne va pas utiliser, comme il n'utilise pas le microprocesseur ou le transistor directement. Ça a été une fondation, ça a été ça a permis les téléphones portables, hein, ils sont toujours basés sur des transistors avec des portes, et cetera. Il y a pas rien n'a changé. La taille, l'ingénierie est différente. Le quantique, c'est pareil, ça va être une technologie de transformation de base. C'est-à-dire que ça va aller irriguer l'électronique, ça va aller irriguer la chimie, ça va aller irriguer le healthcare, la santé, ça va irriguer plein de domaines. 99,99% des gens ne le verront pas. Mais un Mmh. jour, on utilisera peut-être, on ira chez son médecin, on aura peut-être un capteur quantique qui nous permettra de mesurer, notre pression sanguine et cetera. Moi, il y a d'autres aspects de la deuxième révolution quantique. Il y a les capteurs quantiques, il y a les communications quantiques et les ordinateurs quantiques. Par exemple, je pense que l'idée de Theranos était la bonne, mais beaucoup trop tôt, il n'y avait pas la technologie. Aujourd'hui, avec les technologies quantiques de deuxième révolution, on pourra éventuellement avoir ces détecteurs universels. Donc c'est en ce sens que c'est transformationnel. Donc Mmh. c'est pour ça que pour moi, c'est une cinquième révolution puisqu'on change. Il y a des tas de choses qui vont être accélérées. Quand on va pouvoir modéliser une molécule en 2 jours plutôt que 10 ans, Mmh. l'impact est colossal. Et c'est en ce sens que c'est une révolution. Quand on a eu le diesel, bah, tout de suite, on a pu faire la globalisation. Elle est venue des bateaux qui pouvaient faire des milliers de kilomètres sans avoir. Voilà, c'est ça. C'est une technologie de transformation. C'est pas une incinération d'une technologie existante. C'est ça qui est important à comprendre.
Et donc un socle, des infrastructures qui permettent plein de choses derrière. Voilà. D'accord. D'autres, on ne sait pas. Je veux dire, quand le premier microprocesseur est apparu, on ne savait pas qu'on aurait Instagram sur son téléphone portable pour regarder des vidéos de chats. C'est clair. C'est Je suis un peu clair. réducteur, je l'avoue, je suis réducteur. Ok, très bien. Merci beaucoup, Laurent. On parle pas mal en ce moment d'intelligence artificielle générale, donc d'une intelligence artificielle donc, qui a plein de possibilités, qui n'est pas limitée, qui a des performances égales à l'être humain, mais à tous les niveaux, et qui n'est pas spécifique, réduite sur un domaine en particulier. Est-ce que c'est un concept qui te parle? Est-ce qu'il y a un humain général? Déjà, il faut passer de ce concept. Est-ce qu'il existe un humain général? Est-ce qu'on est tous sur le même modèle? Est-ce que, je veux dire, Je pense qu'on a tous des moi, points forts et des points faibles, en effet, bah, certains et courent des le lacunes. marathon en 2 heures. Moi, je ne le cours pas pour l'instant. Donc, voilà, je veux dire, on peut pas. Si c'est un Graal de la matrice, etc., je ne sais pas ce que ça veut dire. On peut fantasmer sur ce qu'on veut. Moi, j'estime qu'il n'y a pas d'humain général. Tout le monde est différent, tout le monde naît avec des personnalités, des capacités, etc., extrêmement différentes, une empathie différente. Voilà. Je ne sais pas. Pour moi, c'est un fantasme. On a besoin de fantasmes. Je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer vraiment parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ce sera ou ce ne sera pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, l'humain est très divers. Donc, est-ce qu'on aura autant d'intelligence que de typologie d'humanité? Bien sûr. On verra. J'avoue que là, Écoute, point de vue intéressant. Dernière question, Laurent. Est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander? alors moi, j'aime bien le livre de Rizwan Virk, V-I-R-K, qui est ce Simulation Hypothesis, Hmm. qui dit est-ce qu'on vit dans une simulation? Alors ça, c'est aussi lié aux séries de Philippe Cadic, si Bien tu sûr. connais. Oui, oui. Voilà, donc c'est cette notion, est-ce qu'on vit dans une simulation? Et c'est aussi lié un peu à la physique quantique, qu'on a vu dans des séries comme Dave's, D-E-V-S. Ah, bah, écoute, j'allais t'en parler tout à l'heure. J'ai adoré cette série. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Non, elle a été La musique est incroyable. Et en effet, on voit au début ces chercheurs qui travaillent sur des petites, des petits vers, des petites particules, des petits organismes, et qui arrivent à prédire un petit peu leur mouvement là. C'est complètement dingue cette série Devs. Mais en fait, tout ça, c'est pour globalement retrouver sa fille, hein, puisqu'elle vit dans un univers parallèle. Là, je suis en train pour les gens de mettre la trame un peu, mais bon, on la trouve sur Internet, la trame. Donc, moi, c'est ça, j'aime bien. Alors, dans la science-fiction, Ravage de Barjavel, c'est quand même le maître de la science-fiction. Hein, c'est Bien pour sûr. quelqu'un qui était dans les années 40. Alors, bon, après, Barjavel, on aime ou on n'aime pas. C'est pas Ravage donc sur une société qui revient à zéro Voilà, euh, après être allé un peu trop loin et qui oui, redémarre à l'état primitif, quoi. Enfin, voilà, voilà. Donc, voilà, mais il y a tout, il y a d'autres. est-ce que tu as vu The 13th Floor? Non, non, j'ai pas vu ça. Ah bah écoute, je te le recommande, c'est mon ami Tariq Krim qui me l'a fait découvrir. Sorti en 1999, un peu éclipsé par Matrix, mais Mmh. sur la simulation. C'est un film vraiment excellent. Ouais. Sur cette hypothèse de simulation, donc elle t'intéresse. euh, tu, tu penses que c'est quelque chose de possible? Tu te dis, qu'est-ce que Je sais tu en pas, penses? en fait, c'est comme beaucoup de choses. Mais le fait que l'information physique soit formulée par des quantas, des quantas d'information, ça ressemble un peu aux pixels qu'on utilise nous-mêmes pour faire des jeux. Donc ça, c'est ce qu'explique Virk dans son livre. Il y en a deux, hein. Il y a une série, il y a un autre livre qui suit, où il fait plus le parallèle avec le quantique. Voilà. Donc, est-ce que des êtres supérieurs utilisent un ordinateur quantique pour nous simuler? Bon, voilà, après, ça se mord la queue quand même, hein. Mais On a un point intéressant là-dessus. Tu sais, il y a un générateur de vidéos là, qui est en cours de fabrication par OpenAI qui s'appelle mhm, Sora.
Oui. Sora, donc on a été tous surpris par la qualité de ces vidéos qui durent 60 secondes. On peut pas encore vraiment l'utiliser, c'est en red teaming pour les équipes de test et pour quelques artistes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on dit que au-delà juste de ces vidéos, en fait, c'est peut-être un petit peu un simulateur de monde virtuel Oui. avec ses propres lois quantiques, ses propres lois physiques, excuse-moi, Non, non. et Sora, en tant que simulateur de monde virtuel comme ça, renforce un petit peu la capacité, en tout cas que nous, on pourrait faire des simulations. J'ai même vu une vidéo très intéressante sur les chercheurs d'OpenAI qui travaillent sur Sora. Et tu vois, un des chercheurs disait, dans le futur, on pourra lancer ce monde virtuel Sora et demander à un chercheur à l'intérieur de ce monde Oui, oui, virtuel non, mais de chercher quelque chose pour nous. non, mais ça après il faut savoir arrêter la réflexion parce que sinon on va à l'infini, je pense que tout ça, à un moment, si c'est pour un peu conclure, je pense que ça va permettre aux gens de se reconnecter. Parce que tout ça, ça va pas, je veux dire, rien ne vaut que l'interaction humaine. Et je pense qu'on va redécouvrir que parler avec des vrais gens, et moi je suis fan de la technologie, je suis dedans, hein, parler avec des vrais gens, avoir de la vraie, véritable empathie, etc., et pas toujours être par rapport à des fils, on ne sait pas qui c'est. À un moment, on voudra voir les gens physiques, parce qu'on Ouais. voudra s'assurer que c'est bien eux. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment, les gens vont se dire, mais je pense qu'il faut que je te voie parce que j'ai envie de savoir si tu existes vraiment. Clairement. Clairement, ça me fait penser, dernière référence à Source Code, je ne sais pas si tu connais, un excellent film Ah oui, 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 de science-fiction où ouais. je ne vais pas spoiler, mais le héros, à la fin, on comprend qu'en fait, il n'est pas là où il pensait être. Et en effet, c'est bien aussi d'être près de ses proches et d'avoir un contact humain. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent. Super. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir Merci pris à le toi, temps. Nicolas. On va suivre aussi les actualités de Colibri. C'était super cool. Merci Laurent Super, et à merci à bientôt. toi. À très bientôt. Bon Salut. courage. Au revoir. Au revoir.